de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, les pays étrangers font confiance au Liban. Dixit Michel Aoun, le président de la République, s'exprimait à l'issue d'un entretien avec les acteurs économiques. Les rations alimentaires seront épuisées la semaine prochaine à Alep-Est, un avertissement de l'ONU. Depuis juillet, aucun nouveau convoi d'aide n'a pu être acheminé aux populations des quartiers assiégés. Et l'élection de Donald Trump ne passe toujours pas pour de nombreux Américains qui ont une nouvelle fois manifesté cette nuit à travers tout le pays et en particulier devant les propriétés du magnat de l'immobilier élu président. Le président de la République, Michel Aoun, a rencontré ce vendredi les acteurs économiques libanais au palais de Baabda, une réunion placée sous le signe du dialogue au cours de laquelle le chef de l'État a rappelé les points fondamentaux sur le redressement et le développement de l'économie ainsi que les opportunités qui s'offrent dans plusieurs secteurs. Michel Aoun a par ailleurs affirmé que les pays étrangers ont exprimé leur confiance quant au futur du Liban, soulignant la nécessité de séparer les choix de politiques étrangères des choix internes. Également au palais de Baabda, le leader spirituel des Druzes, Cheikh Naïm Hassan, qui a présenté ses vœux à Michel Aoun à l'occasion de son élection à la présidence de la République. Le Premier ministre désigné Saad Hariri a reçu ce matin à sa résidence au centre-ville de Beyrouth l'ambassadeur de Russie, Alexandre Zaspikin. Les deux hommes ont passé en revue les derniers développements au Liban, notamment les tractations en vue de la formation du nouveau gouvernement. Il a également été question de la situation régionale, la crise en Syrie en tête et des relations bilatérales entre Beyrouth et Moscou. Hariri s'est également entretenu avec le mufti du Liban Nord, Malek El-Shahar. Je vous le disais en titre, les rations alimentaires seront épuisées la semaine prochaine à Alep-Est, en Syrie, alors que l'hiver est presque là. L'annonce dramatique est venue de l'ONU. Depuis juillet, aucun nouveau convoi d'aide n'a pu être acheminé aux populations des quartiers rebelles assiégés de la ville. Les explications de David Gilbert et Johanna Citruc. À chaque fois, c'est la même scène. Des camions arrivent, remplis de nourriture. Ces femmes et ces hommes se bousculent pour avoir leur part. Mais depuis juillet, impossible d'acheminer les denrées nécessaires dans Alep-Est. En tout, plus de 250 000 personnes vivent dans ces quartiers rebelles assiégés par l'armée syrienne. Pour les Nations Unies, la situation est de plus en plus critique. Les dernières rations alimentaires sont distribuées au moment où nous parlons. Et il n'y aura pas plus à distribuer la semaine prochaine. Il y a des centaines de milliers de personnes que nous n'avons pas pu aider, comme nous l'aurions dû, pour faire face à l'hiver. L'ONU appelle toutes les parties sur le terrain à autoriser la livraison d'aide humanitaire afin d'éviter la famine. Mais la Russie, qui a lancé une vaste offensive pour reprendre les quartiers rebelles d'Alep, ne veut pas entendre parler de trêves plus longues qui permettraient ces livraisons. Moscou affirme que cela donnerait aux rebelles le temps de renforcer leur capacité de combat. Depuis 2011, le conflit en Syrie a fait au moins 300 000 morts et provoqué le déplacement de plus de la moitié de la population. Dans le reste de l'actualité régionale, en Irak, la résistance de l'État islamique à l'offensive lancée sur Mossoul par les forces antiterroristes irakiennes, les combattants peshmerga kurdes et les milices chiites est très forte. Une semaine après avoir percé les lignes de défense du groupe EI à la périphérie sud-est de Mossoul, un colonel de l'armée irakienne estime aujourd'hui que l'opération tourne au cauchemar. Pris entre deux feux, les nombreux civils restés à Mossoul tentent toujours de déserter les lieux. Les soldats craignent de ne pas pouvoir différencier les djihadistes de ceux qui fuient les combats. Le reportage sur place de Pierrick Laurent. Ce n'est encore qu'une simple piste qui longe un talus sur des kilomètres. Mais la ligne de défense des Peshmerga ressemble de plus en plus à une frontière. Pierre après pierre, des postes de contrôle sont édifiés à intervalles réguliers. Sur celui-ci, installé sur le toit d'une habitation, une unité de combattants kurdes surveille l'horizon. Face à eux, la plaine qui conduit à Mossoul, à 12 km d'ici. Cette tranchée a pour objectif de nous protéger des combattants de l'État islamique. Pour l'instant, c'est la limite pour les Peshmerga, mais je ne sais pas si cela deviendra la frontière du Kurdistan. Ça pourrait très bien devenir une frontière permanente, être détruit ou rester comme ça.
Côté kurde, un village tout juste repris à l'organisation État islamique. Un soldat nous conduit dans la cour d'une maison, une cour visiblement utilisée pour entreposer et fabriquer de l'artillerie, comme en témoigne cette inscription aux couleurs de l'État islamique sur un canon détruit. L'organisation de l'État islamique utilisait ces tubes pour fabriquer des roquettes. Ils les tiraient sur les peshmerga postés là sur ces montagnes. Vous pouvez voir les batteries qu'ils ont utilisées, des batteries de voitures et de motos. Les Kurdes ont libéré l'ensemble des villages à l'intérieur de cette ligne de démarcation. Pourtant, le matin même, 16 combattants de l'État islamique tentent de fuir la zone sous contrôle des peshmerga. Les combats font rage pendant plusieurs heures. Lorsque nous arrivons, au moins 10 corps gisent au sol. 2 des combattants se sont fait exploser. Ne touche pas celui-là. La zone est sûre? Oui, c'est bon, mais celui-là a toujours sa ceinture d'explosifs sur lui. Ça, c'est sa carte d'identité avec son nom. Et ça, c'est son argent. Ça appartient à celui-là, là-bas. Dans cette zone, des djihadistes peuvent encore se cacher dans des tunnels. Les maisons sont piégées et les mines enfouies un peu partout. Mais la priorité des Kurdes est tout autre, consolider au plus vite la ligne de démarcation et élargir ainsi le territoire du Kurdistan. Ici, personne ne veut parler de frontières. Le terme est bien trop sensible, bien trop politique. Pourtant, sur le terrain, c'est bien ce qui est en train de se passer. D'un côté, ce territoire contrôlé par l'armée irakienne. De l'autre, le Kurdistan irakien contrôlé par les peshmerga, ces combattants kurdes qui affirment qu'ils ne reculeront plus. Allez, restez des nôtres. On se retrouve après cette très courte pause. Retour sur le plateau de l'info, l'élection de Donald Trump ne passe toujours pas pour de nombreux Américains. Comme la veille, des centaines de personnes, en grande partie des étudiants, ont manifesté à travers tout le pays, et en particulier devant les propriétés du magnat de l'immobilier élu président. Washington, Baltimore, Philadelphie et New York, Los Angeles, San Francisco, Oakland en Californie, Denver au Colorado ou encore au Texas. L'amertume et la crainte sont palpables. Antoine Fenot. À peine élu et déjà contesté. Pour une partie des Américains, l'élection de Donald Trump passe mal. Et il le montre en défilant pancarte à la main et slogan aux lèvres dans les rues. À Oakland, en Californie, ils étaient 6000 à manifester. Plus largement, c'est dans tout l'État, traditionnellement très démocrate, que des manifestations ont eu lieu. Sur la côte Est à New York, des milliers de New-Yorkais se sont rassemblés pour un deuxième soir devant la Trump Tower pour dire non au nouveau président. Dans la foule, beaucoup de slogans, d'insultes, mais surtout de l'inquiétude. En cause, les nombreuses déclarations de Donald Trump pendant la campagne. Bill de Blasio, le maire de la ville, a tenu à rassurer les New-Yorkais. Je pense que beaucoup de gens manifestent leurs craintes. Ils ont peur que les paroles du président Trump aient une mauvaise influence sur leur vie. Je dirais aux musulmans new-yorkais qui ont peur en ce moment que nous sommes avec vous et que nous vous protégerons. Au total, des manifestations anti-Trump ont eu lieu dans une dizaine de villes des États-Unis. Illustration de la profonde division de la société américaine après l'élection. Une attaque suicide revendiquée par les talibans a fait au moins 2 morts et une centaine de blessés à Mazar-i-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan. La cible du véhicule, le consulat allemand. Le porte-parole des talibans affirme que ces hommes sont entrés dans le bâtiment pour poursuivre l'attaque. Cette information n'a pas été confirmée. Aucun employé allemand n'a été blessé. Mais le bilan pourrait s'alourdir car l'explosion a brisé les vitres à plusieurs kilomètres. Cette attaque est présentée comme des représailles aux frappes aériennes américaines de l'OTAN qui ont tué au moins 32 civils à Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan, le 3 novembre dernier. L'Allemagne est responsable de la présence de l'OTAN dans le nord du pays. Le poète et chanteur canadien Leonard Cohen s'est éteint ce jeudi à l'âge de 82 ans. Amoureux des mots, monstre sacré de la musique, il laisse derrière lui une carrière de plus de 50 ans de succès qui ont traversé les générations. Le récit de David Gilbert. Un style bien à lui et parfaitement reconnaissable. Comme ici à Paris en 2008, Leonard Cohen portait toujours avec élégance son éternel chapeau, son costume et bien sûr sa voix.
Né à Montréal en 1934, Leonard Cohen a grandi dans une famille juive d'origine polonaise. Dans les années 60, il s'installe à New York et devient l'un des plus grands auteurs-compositeurs de la musique moderne, avec des chansons comme Suzanne ou So Long Marianne. Plusieurs générations ont été marquées par son interprétation sombre de la musique folk et ses textes d'une portée souvent très métaphysique. Tout le monde vit cette expérience dans sa vie, où les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Mais il faut faire des choix et vivre sa vie en acceptant que son existence ne se déroule pas en suivant forcément les directions et les schémas que l'on détermine. Leonard Cohen sort son premier album en 1967 et fait très vite forte impression sur ses aînés comme James Taylor ou Willie Nelson. Chanteur, poète, mais aussi romancier et peintre, Leonard Cohen était un artiste complet qui est toujours resté un homme modeste. Je suis vraiment bouleversé d'entendre Judy Collins ou K.D. Lang chanter mes chansons pour leur donner une vie comme je n'ai jamais pu le faire. C'est une magnifique expérience pour moi. Pour le magazine Rolling Stones, seul Bob Dylan aura été plus influent que Leonard Cohen lors de ces 5 dernières décennies. Son 14e album était sorti il y a moins de 2 mois. Une très longue carrière, suspendue dans les années 90 pour devenir moine bouddhiste. La spiritualité est toujours au cœur de son œuvre, comme dans sa chanson la plus célèbre, intitulée Alléluia. Pour son roman Petit Pays, Gaël Faye a remporté le prix de la liste Goncourt, le choix de l'Orient. L'annonce a été faite tout à l'heure au Biel, où se tient jusqu'à dimanche le salon du livre francophone. Connu avant tout comme rappeur franco-rwandais, Gaël Faye s'est fait une place de choix dans de nombreuses sélections de prix littéraires avec ce premier roman. Et on va revenir sur cette récompense littéraire mise en place par l'Académie Goncourt avec l'écrivain Paul Constant, philippine de Clermont-Tonnerre, l'a rencontré ce matin pour nous. Paul Constant, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Vous êtes actuellement au Salon du Livre francophone de Beyrouth pour plusieurs raisons. D'abord, vous présentez et signez votre dernier livre, Des chauves-souris, des singes et des hommes, chez Gallimard, publié chez Gallimard. Mais vous êtes aussi là pour le choix de l'Orient 2016. Alors en 1998, vous avez reçu le prix Goncourt pour Confidence pour Confidence. Vous faites aujourd'hui vous-même partie de cette académie littéraire. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler à nos téléspectateurs quelle est la spécificité du prix Goncourt? Comment ça fonctionne? Alors, le prix Goncourt a été fondé il y a 100 ans par les frères Goncourt qui voulaient d'une part constituer une académie d'écrivains qu'ils aimaient et qui coopteraient à leur tour des écrivains qu'ils aiment. C'est une académie où on n'entre qu'à l'unanimité. Et puis, il a donné comme fonction à cette académie de soutenir, de faire un prix littéraire qui ferait vivre pendant une année un écrivain, spécialement un romancier en prise avec l'actualité de son temps. Ne pas oublier que les frères Goncourt étaient naturalistes, donc une espèce d'hyper-réalisme, raconter son époque. Et avec une attention particulière attachée au roman. Oui, le roman, l'œuvre en prose et le roman. Ne pas oublier, nous sommes à la fin du 19e siècle et qui a été le grand siècle du roman. Exact. Donc c'est le genre littéraire. Mais l'Académie Goncourt, en dehors du roman, actuellement, fait la promotion de la biographie et de la poésie. Nous avons un Goncourt de la poésie et un Goncourt de la biographie. Et fait aussi la promotion des ouvrages francophones, voilà, de la francophonie dans le monde. Oui. Et tout à l'heure, un autre prix va être décerné au Biel. Il s'agit du choix de l'Orient. Alors, pour résumer, c'est un jury d'étudiants de 11 pays de la région qui se réunit pour élire une œuvre parmi la deuxième sélection de l'Académie Goncourt. Oui. C'est bien ça? Alors, un mot sur cette compétition. Oui, je vous Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Académie Goncourt, en septembre, fait sa première liste d'ouvrages, des romans, de romans. Cette année, c'était 16 titres. La seconde liste ne contient que 8 titres et c'est cette liste qui est donnée à nos 10 Goncourt étrangers.
Et ces concours étrangers sont à la fois portés par des étudiants dans certains pays, d'autres fois par des lycéens, et sont toujours conduits par les instituts de France qui aident à l'accomplissement matériel de ces concours. Ici à Beyrouth, c'est un des concours étrangers que nous soutenons le plus, c'est le choix de l'Orient. Comme vous l'avez très bien dit, ça implique 11 pays, ça implique plusieurs dizaines d'universités. Et je trouve parfaitement en adéquation avec le thème du Salon du Livre de cette année, c'est lire ensemble, puisque les livres qui ont été procurés par les instituts de France ont circulé de pays en pays, d'université en université et d'étudiants en étudiants. Et ce choix sera le résultat de lire ensemble, parce qu'un jury littéraire, c'est avant tout c'est savoir s'écouter les uns les autres et retirer d'une compétition ou d'un choix finalement le livre qui aura plu au plus grand nombre. Et vous me disiez tout à l'heure que visiblement les instituts français se démènent pour acheminer les livres partout. Partout. On m'a raconté en particulier que pour l'université qui est dans la bande de Gaza, voilà. C'est l'ambassade de France à Jérusalem qui a fait en sorte d'envoyer les livres. Nous avons quand même des étudiants du Yémen, de la bande de Gaza. Enfin, c'est un prix totalement extraordinaire. Et qui tient dans ce contexte géopolitique extraordinairement difficile. Quand même, quelquefois, on se dit que le salut vient de la littérature. Donc une belle lueur d'espoir compte tenu de l'actualité actuelle dans la région, pardon. Et c'est la francophonie, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, puisque vous avez fondé le Centre des écrivains du Sud, Jean Giono, dont le but est de promouvoir la littérature française et francophone contemporaine. En fait, je pense qu'un jour, on ne parlera plus de littérature française, on ne parlera que de littérature, que des francophonies. On va vers ça ? Oui, on va vers ça. Et d'ailleurs, je suis peut-être plus francophone que française par les thèmes de mes livres. Et quand j'ai eu le prix Goncourt en 98, je n'ai pas aimé la lumière qui était portée sur moi. Après tout, un écrivain, c'est quelqu'un qui, enfin, à mon avis, c'est quelqu'un qui écrit sur les autres et pas sur lui-même. On va vers la littérature francophone. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement influencés les uns les autres. Parce que je pense que les littératures nationales vont de moins en moins exister. Dans la mondialisation actuelle, ce serait une aberration. Elles vont à la fois disparaître comme les littératures régionales. Enfin, on travaille tous sur des thèmes communs, la mondialisation. Qu'est-ce qui fait que je m'occupe d'Ebola brusquement? Ça pourrait être la part d'un écrivain africain. En quoi je me sens plus africaine qu'un Africain. Enfin, et donc on va vers cette mondialisation des sujets, et puis aussi que par une femme de France, elle a des choses à dire à une femme d'ailleurs, et puis voilà, on est dans un... C'est quand même, ce sont les bienfaits de la mondialisation. Il n'y a pas que des... Exactement. On va rester sur cette note. Alors je rappelle votre livre paru cette année chez Gallimard, Des chauves-souris, des singes et des hommes. Merci beaucoup Paul Constant d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les pays étrangers font confiance au Liban, dixit Michel Aoun. Le président de la République s'exprimait à l'issue d'un entretien avec les acteurs économiques. Les rations alimentaires seront épuisées la semaine prochaine à Alep-Est, un avertissement de l'ONU. Depuis juillet, aucun nouveau convoi d'aide n'a pu être acheminé aux populations des quartiers assiégés. Et l'élection de Donald Trump ne passe toujours pas pour de nombreux Américains qui ont une nouvelle fois manifesté cette nuit à travers tout le pays et en particulier devant les propriétés du magnat de l'immobilier élu président. Merci à vous tous, merci à ma réalisatrice Pauline Hulot et à toute l'équipe. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et bon début de week-end à toutes et à tous.